Mesdames et messieurs, bienvenue à JDD de ce 8 février 2026 qui a le plaisir de recevoir sur son plateau un jeune Sénégalais qui fait autorité dans son domaine de compétences et qui est à Dakar pour un bref séjour parce qu'il est basé aux États-Unis où il enseigne dans une des plus prestigieuses universités nord-américaines, notamment à New York University. Eh bien, ce jeune Sénégalais, c'est M. Abdoulaye Ndiaye, professeur d'économie. Il est titulaire d'un doctorat d'état de l'économie, d'un doctorat d'état d'économie de l'université donc de Northwestern à Chicago. Et ensuite, quand il a fini ses études à Chicago, il a intégré aussi peut-être la réserve fédérale de cet État de Chicago. Et M. Ndiaye est à Dakar pour une mission ponctuelle, mais dans un séjour lui-même très speedé, assez saccadé, en raison des nombreux rendez-vous et des engagements qu'il a eus. Mais il a eu l'amabilité de nous réserver un quart d'heure pour discuter avec lui justement d'un certain nombre de sujets très préoccupants, mais aussi de très grande actualité. Si vous voulez, rapidement, nous disons bienvenue et bonjour à M. Ndiaye. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Daouda Ndiaye, tout le plaisir. Bonjour, Amadou Ndiaye, tout le plaisir est pour moi d'être ici aujourd'hui sur le plateau d'ITV. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de choses très utiles et importantes pour les citoyens. Très bien, nous allons y arriver, s'il plaît à Dieu. Mais Abdoulaye, vous n'êtes pas que professeur d'économie, vous êtes aussi un expert avisé des questions économiques et votre matière de prédilection, c'est l'économie du développement. Mais en même temps aussi, vous êtes beaucoup spécialisé sur les questions fiscales. Au-delà de ça aussi, vous avez été boursier de plusieurs organisations, dont voilà, la Fondation Moussepe, mais en même temps aussi d'autres institutions nord-américaines vous ont accordé des bourses en raison du profil que vous dégagez et en même temps aussi de la promesse que vous nourrissiez et des ambitions justement qui étaient les vôtres. Mais maintenant, vous êtes un acteur de premier plan de l'économie dans cette université. Mais très sommairement, que représente cette université dans la galaxie des universités américaines, New York University? Merci beaucoup. Quand on étudie l'économie, tout d'abord, je dis que le centre de gravité de l'économie, c'est un peu aux États-Unis. Oui. Tous ceux qui font un doctorat, la plupart du temps, à un plus haut niveau, le font dans les universités américaines. Et ils le font souvent sous financement des universités. Ils ne payent pas pour le faire. Ils ont souvent ce qu'on appelle le teaching assistantship ou research assistantship. Et bon, j'invite et j'encourage tous les jeunes étudiants qui sont férus de mathématiques, de philosophie et de lettres même. De s'intéresser à l'économie parce que John Maynard Keynes, l'économiste britannique, qui est un peu l'un des pères de la macroéconomie, disait qu'un économiste, un bon économiste, c'est à la fois un philosophe, un mathématicien et une personne de lettres. Il peut à la fois parler d'équations et autant, dans la même ligne, aussi parler de choses sociales. Donc, dans notre méthodologie, on quantifie les choses, mais on parle de choses concrètes du monde réel, de la vie réelle. Absolument. Et NYU se retrouve dans une position privilégiée, étant parmi les 10 meilleures universités en économie des États-Unis. Donc voilà, et je suis fier d'être là-bas, de représenter le Sénégal, d'enseigner des étudiants américains de la Chine, de l'Inde et du monde entier, et également de faire de la recherche à la fois très académique et aussi appliquée à nos économies également. Voilà. Voilà, donc c'est une grosse fierté que le pays a d'avoir quelques-uns justement de ses représentants dans ces grandes universités où effectivement les choses du monde se discutent. Mais Abdoulaye est modeste. En vérité, il a eu son baccalauréat donc ici à Dakar dans un collège privé et ensuite il a fait les prépas à Paris et il a intégré HEC et l'école polytechnique de Paris. Donc il en est sorti et puis ensuite voilà, son chemin était tout tracé pour avoir justement son PhD et ses diplômes aux États-Unis. Abdoulaye, vous êtes ici dans le cadre justement d'une mission assez intéressante parce que n'oublions pas que vous êtes le co-auteur
d'un rapport justement sur la dette sénégalaise. Nous allons y arriver tout à l'heure, mais puisque votre position de professeur à l'université de New York vous donne également un autre avantage, c'est d'observer le monde, comment il évolue. En même temps aussi, peut-être les États-Unis sont presque au centre des grosses mutations en ce moment, où peut-être on ne sait pas trop où on va, mais on sait quand même d'où on vient. Si bien que, est-ce que le professeur que vous êtes, l'économiste que vous êtes, peut nous donner un peu la quintessence des mutations actuelles et du rôle des États-Unis? Ouais. Donc, la position de professeur et d'académicien, on va dire, donne une position où on peut lire les choses sans phare et aussi, on va dire, sans trop se censurer pour des raisons, parce qu'on est contraint par une institution dans laquelle on est. C'est un peu la liberté académique. Voilà. Donc, maintenant, quand on exerce cette liberté académique dans le pays de Trump actuellement, où Trump a fait une grosse attaque sur les universités, et dans le monde, c'est un peu difficile. Bon, il se trouve qu'en fait, le fils de Trump, Barron Trump, est étudiant à l'université où j'enseigne. Il est étudiant à la Stern School of Business. Et donc, chaque fois, nous avons des voitures de Secret Service qu'ils ont là-bas, ils ont une place. Et apparemment, j'ai un collègue qui lui a enseigné un cours, je ne l'ai pas enseigné, mais il y a deux membres de Secret Service qui s'assoient à côté de lui, chaque. Un devant, de la porte de devant, et un à la porte derrière. Donc, il ne se fait pas trop d'amis, on va dire. Mais si vous voulez, le monde de Trump maintenant, c'est un monde vraiment fragmenté. Ce que les gens appellent maintenant la Monroe Doctrine, la doctrine de Monroe. Tiré un peu de Monroe, voilà. Monroe dans les années 40. Donc, c'est un peu un monde fragmenté où Trump s'est dit, bon, écoutez, on ne va pas regarder le monde d'avant où on avait ces liens-là, où on pousse le néolibéralisme, bon, qui souvent, on va le dire, c'est plus une idéologie, je pense, qui a subjugué les peuples un peu plus dans le sud qu'autre. Mais il s'est dit, bon, allez, America first. L'Amérique d'abord. Et dans ce sens-là, ça ne veut pas dire l'Amérique d'abord au-dessus des Africains, de tout le monde, quoi. Des Asiatiques, mais au-dessus de tout le monde. Et c'est ce qui surprend même l'Europe. Vous avez vu le discours récemment de Carney, le Premier ministre canadien. C'est comme s'il ouvre les yeux pour une fois pour dire ce que le Sud dit tout le temps. Voilà, que nous sommes dans un système global injuste. Un système global injuste, il y a besoin de souveraineté. Donc, dans ce monde fragmenté, en fait, ce qui est important, c'est qu'on doit construire sa propre sécurité nationale. On doit avoir une assurance sur plusieurs points. Mais également, on ne doit pas se rendre la vie plus difficile. On doit diversifier les liens. On doit essayer, jouer, de continuer de s'ouvrir au monde et, sur les points très stratégiques, de développer une sécurité nationale. Donc, notre infrastructure, que ce soit le nôtre, l'électricité, les réseaux, les circuits, tout ça, il faut que nous avons notre propre cybersecurity, que nos données soient hébergées ici, qu'on se focalise sur les points essentiels. Après, pour d'autres, on peut laisser au marché de faire ça, mais c'est ce monde-là dans lequel on vit maintenant, un monde fragmenté où on n'est pas juste dans le libre commerce, où Trump a mis en place les taxes sur les imports. Maintenant, à nous aussi de consolider ce que nous avons, de consolider notre zone, par exemple, notre zone UEMOA, pour que ce soit vraiment une zone de libre-échange, pour que ce soit une zone où de la zone CEDEAO, la zone CEDEAO plutôt, pour que ce soit une zone de libre-échange, pour qu'on échange là-bas, pour qu'on intensifie le commerce, et qu'on construise ça, parce que les autres ont construit leur zone et vont rester entre eux. Les échanges vont être plus entre amis et moins entre ennemis. Et il faut se faire face à cette réalité. Alors, et dans ce monde aussi, je voulais aussi ajouter, parce que également, l'aide au développement se raréfie également. Et l'aide au développement est quelque chose sur lequel on a eu à bénéficier beaucoup. Et voilà, donc en se raréfiant, ça nous contraint un peu plus, ça rend même les crises plus difficiles. Tout à fait. Et donc, on doit se faciliter la vie un peu.
vous parlez justement de l'aide au développement qui peut-être se raréfie maintenant, mais lui, il a pris une décision donc de se retirer d'un certain nombre d'organisations qui avaient justement cette vocation d'être dans des intentions solidaires, avec des peuples peut-être qui sont moins avancés économiquement parlant. Mais si peut-être Trump dit réduisons nos moyens alloués au système des Nations Unies, réduisons nos moyens peut-être à l'USAID, qui n'est plus peut-être opérante même dans les pays africains. Donc, dans une certaine mesure, c'est une Amérique qui se retire pour se concentrer sur elle-même, pour renforcer le bien-être des Américains, mais qui se détourne également peut-être du sort des milliards d'humains dans le monde. Mais c'est en quelque sorte un coup de pied à la philosophie de Roosevelt, de Kennedy avec le Peace Corps, de, je ne sais pas, Kennedy, de Ronald Reagan, de plein des pères fondateurs justement des États-Unis qui voulaient quand même que les États-Unis soient une superpuissance, mais qui soient également en jonction avec des nations qui veulent aller de l'avant. Ouais, c'est clair, ça va dans le sens de ce phénomène que vous entendez, le phénomène Groypers, vous avez entendu parler de ça, qui est animé un peu par les réseaux sociaux. Oui. On est dans un monde fragmenté, mais il y a aussi une polarisation qui est arrivée avec les algorithmes des réseaux sociaux. Ce n'est plus le moment où on a juste sur notre page uniquement les personnes que l'on suit. Oui. Maintenant, par défaut, on est bombardé par ceux qui confirment ce à quoi on croit déjà. Si on est républicain, on a des images pour les républicains, c'est-à-dire libéraliser le port des armes pour qu'il y ait moins de dépenses sociales. C'est un peu ce qu'on voit. Si tu es démocrate, tu vois aussi ce qui confirme ce à quoi tu crois. C'est-à-dire peut-être la libéralisation de la notion de famille, pour qu'il y ait plus de taxes plus larges, pour qu'il y ait une immigration plus flexible. Et donc, ça a créé deux sociétés aux États-Unis. Hein? Et America First, c'est une réponse à ça. C'est un peu Trump qui a identifié une base suffisante de personnes qui ont dit, bon, écoutez, vous savez, on en a marre des élites. Un peu qui est vrai aussi des élites qui sont dans les universités. Parce qu'à un moment donné, les universitaires ont perdu le fil avec le monde, avec le peuple avec lequel ils vivaient. Et il y a eu un langage qui a même été créé. Qui est un langage ésotérique. Ésotérique. Ouais. Un langage de la gauche très pensante et aussi un peu performante en termes de valeurs, où on a eu des théories critiques de tout. Avant une critique, il faut d'abord comprendre ce qui est à la table avant de critiquer. Maintenant, si on vient avec un langage que l'on adresse à un ouvrier du Detroit qui a perdu son emploi, c'est plus difficile. Enfin. Cet ouvrier-là, il voit uniquement que la Chine, qu'il y a plus de produits venant de Chine et que son entreprise a fermé parce que maintenant la production est partie en Chine. Donc il y a eu cet effet-là qui a créé ce qu'on a aujourd'hui. C'est le phénomène Donald. Donro. Mais Abdoulaye, qu'est-ce que les Africains, vous êtes un jeune universitaire africain, mais quel type de message ou bien quel langage faut-il tenir aux Africains pour qu'ils comprennent les mutations actuelles qui sont en train de s'opérer? Parce qu'apparemment, beaucoup de gens ne voient pas ces mutations. Parce que d'abord, c'est un peu loin, ensuite, c'est un peu brutal, et puis peut-être, mais ça s'accélère, et les gens n'ont probablement pas même le temps de s'adapter à ces nouvelles mutations-là. Donc, quel est le discours que vous pouvez tenir pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe et en même temps aussi comment se comporter? C'est une excellente question. Vous savez, il y a tellement de panels ou d'invitations que j'ai parfois où le titre c'est « L'Afrique et le futur ». Et je dis, la dernière fois que j'ai eu cette invitation, je dis que je ne vais pas y participer parce que l'Afrique n'est pas le futur, n'est ni le présent. Il faut qu'on arrête de passionner les choses. On regarde juste l'Afrique, ce que c'est. L'Afrique est exactement le présent où se passe. L'Afrique se passe parce qu'il y a des choses qui se passent en Afrique. Il faut le regarder. Oui. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a maintenant 6 unicornes en Afrique. Unicornes, c'est des entreprises qui ont plus de valuation de plus de $1 milliard. C'est ça. Un est au Sénégal, Wave. Les restes sont des fintech au Nigeria, en Kenya, etc. Il y a des choses qui se passent. Il y a des milliardaires aussi. Tout est à faire en Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire. Et soit on fait partie de ceux qui le font, soit on ne fait pas partie de ceux qui le font.
Il y a un premium dans beaucoup de secteurs et d'industries, mais il y a aussi un risque. Donc, l'information aide pour investir en Afrique, faire des choses en Afrique. Maintenant, pour faire des choses en Afrique, on n'a pas uniquement besoin d'être en Afrique. On peut, à la fois, ce qui fait la production, c'est le travail ou le capital. Maintenant, le travail est mobile. Hein? Le travail, on peut le faire où on est, on peut aussi se déplacer. Actuellement, là, je suis en train de faire du labor, travail en Afrique. Je suis là. Je peux faire une contribution intellectuelle appliquée au contexte local, à la réalité locale, qui parle de l'Afrique. Ça peut être aussi par la contribution avec le capital. Hein? On peut investir en Afrique, on peut acheter du capital, l'acheminer en Afrique et faire aussi un partage des expertises avec ces capitaux également pour produire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique se passe. Ce qui gagne, ce que l'Afrique récolte, ce que l'Afrique produit, c'est qui? Ça doit être les Africains. Hein? Et c'est là où se trouve la question. Maintenant, il se trouve que pour que ce soit les Africains qui gagnent ça, il faudrait plus de valeur ajoutée. Parce que si c'est juste des matériaux, ces matériaux sont acheminés ailleurs, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, il faut ajouter de la valeur aux activités. En transformant les productions. Et transformer les productions requiert de l'innovation, requiert de la productivité. Donc, ce que je dis aux Africains, c'est comment innover pour être à the forefront, pour être compétitif dans un monde global. En fait, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, et Sembène le disait, hein, même dans ses films. Sembène, d'ailleurs, quelqu'un qu'on doit prendre comme un héros dans ce pays, qu'on doit revivre au goût du jour. Il disait que l'Afrique est mon audience et le monde est mon marché. L'Afrique doit se retrouver dans cette situation-là, où le monde est son marché et les autres Africains sont son audience. On produit pour être compétitif avec le monde et on se focalise là où on a un avantage compétitif. Et bon, on ne doit pas juste se limiter aux ressources que nous avons localement, que ce soit au Sénégal ou dans la zone, parce que les capitaux sont partout dans le monde, on les attire et maintenant, surtout avec l'intelligence artificielle, les limites, c'est vraiment l'agence que nous avons. C'est juste ça. Ce n'est ni votre imagination, c'est juste l'agence que nous avons à faire des choses. Voilà. JDD donc reçoit le professeur Abdoulaye Ndiaye, basé à New York, qui enseigne aussi à l'université de New York, et dans la célèbre école qui s'appelle Stern School of Business. Abdoulaye, vous n'êtes pas coupé de votre Sénégal natal. Non. Vous avez des attaches très profondes même avec votre pays. Dans ce pays qui également souffre, peine également à se réorganiser, mais en même temps aussi au plan économique, il y a des déficits et des déficiences. Si vous aviez peut-être à brosser un peu la typologie de l'économie sénégalaise, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses? Voilà. Je veux d'abord commencer par dire que notre économie a un potentiel énorme. Très bien. Nous avons les hydrocarbures maintenant. Nous sommes exceptionnels sur plusieurs dimensions. Nous venons de gagner la CAN. Nous avons eu une équipe brave qui s'est battue et qui a montré l'exemple en se révoltant contre l'injustice. Alors, sur ce point-là précis, qu'est-ce que nous pouvons tirer justement de la victoire des Lions? Ce qu'on peut tirer de la victoire des Lions, c'est justement ça. En termes de capital imaginaire ou bien peut-être... Il y a deux choses. Oui. Déjà, les joueurs, tout comme l'exemple de Malcolm X, quand on parle chaque fois de... J'ai donné ce métaphore-là, je disais que l'équipe, c'était Malcolm X et Sadio Mané, le leader, était Martin Luther King. On a besoin des deux. Okay. L'équipe a décidé de ne pas laisser l'injustice passer. Oui. Et je félicite nos amis et frères du Maroc pour l'organisation d'un tournoi vraiment excellent. Et ils n'ont pas démérité, ils ont bien joué. Cependant, je félicite également l'équipe du Sénégal. Je pense qu'à des moments donnés, il y a des règles parfois qu'il est important
souvent de remettre un peu en question afin qu'on puisse pousser la barrière, ouvrir la fenêtre d'Overton et progresser. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on va repenser un peu. Et tous les fans de foot savent pourquoi ça s'est fait et que donc on peut vraiment en tirer des leçons qu'il n'y aura pas de situation de ce genre-là. Donc demain, si le football évolue, ce sera grâce au Sénégal. Sur ce point-là, on peut dire oui que les pays organisatrices, en tout cas, ne prendront pas pour content qu'ils ont gagné et qu'ils vont essayer de tout faire pour gagner. Dans le même temps, je salue le leadership de Sadio Mané et je le disais que nous devons créer un prix du leadership Sadio Mané. Ah oui? Oui, très bien. Parce que c'est un exemple vraiment pour tout le pays. C'est quelqu'un qui, je pense que Dieu l'a inspiré sur le moment et c'est le fruit de tout son travail et de tout le rigueur qu'on le connaît. Et c'est sa fierté. Vous savez, j'ai regardé récemment une vidéo. C'est comme dans ce qu'on appelle MTV Cribs, c'est quand les stars montrent leur maison. Sadio Mané, ils sont allés chez lui en Arabie Saoudite. De toute sa maison, dans le sous-sol, il a montré deux choses. Le sous-sol où il fait sa récupération et sa salle de prière. C'est tout. Tout le reste, c'est private. Tout le reste, c'est private. Et c'est vraiment un exemple pour le pays. Et c'est ce genre d'exemple qu'on a besoin que notre jeunesse suive. Et vraiment, je le félicite pour son leadership. Alors, retour maintenant à l'économie sénégalaise. Vous disiez que nous avions une chance avec nos hydrocarbures. Voilà. Et quoi d'autre encore comme force potentielle? Alors, quoi d'autre comme force potentielle? Nous avons du talent. Nous avons, et ça aussi c'est historique aussi. Je pense que le colonialisme avait beaucoup de problèmes. Mais il se trouve que quand les choses ont des effets, parfois, il y a certains endroits peuvent être privilégiés, certains endroits peuvent être pires. Le colonialisme était un problème, mais ce que je veux dire, quand il s'agit du cadre éducatif, Dakar, Sénégal, étant la capitale de l'Afrique occidentale française, je pense, a concentré, en tout cas un effort intellectuel. Et donc, dans les études en français, le Dakar, je pense, se distingue d'autres villes, par les intellectuels qu'on a eus. Maintenant, il faut qu'on trouve le cadre pour que ce talent, ce capital humain puisse s'épanouir, puisse être productif. Il faut qu'on challenge les normes sociales pour que la productivité reste au centre. On a beaucoup de rentes. Les rentes détruisent les choses. Les rentes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a quelque chose, un avantage, qui veut le préserver. De père en fils en plus. Voilà. Et ça, c'est un problème, mais ce n'est pas tout. Nous avons parfois des lois qui ne sont pas bien réfléchies parce qu'ils sont copiés de la France depuis belle lurette et qu'il faut mettre à jour. Et nous devons laisser au secteur privé s'occuper de certaines choses. Si le privé fait mieux que l'État, on le laisse au privé. Oui. Si l'État fait moins bien et accapare peut-être un certain nombre de secteurs d'activité, il rétrocède aussi au secteur privé. Tout à fait. C'est un peu ça votre vision? Oui, tout à fait. Parce que l'État ne crée pas d'emploi. L'État met les conditions en vigueur pour que l'emploi se crée. Et c'est au secteur privé de créer les emplois. Voilà. Alors, professeur, depuis 2024, le Sénégal bruit de beaucoup de spéculations autour d'une question, sans doute qui est une problématique, c'est-à-dire c'est la dette sénégalaise. Le Premier ministre, au milieu de 2024, Ousmane Sonko en l'occurrence, donc a mis au devant de la scène en révélant que la dette sénégalaise a des délicatesses. Voilà, il s'en est limité là en disant simplement peut-être que il y a des choses qui ne sont pas encore très bien perçues. Chemin faisant, depuis presque 2 ans, c'est des spéculations. Les gens qui sont pour, les autres qui sont contre, les autres qui peut-être rasent les murs, d'autres également peut-être qui pointent un doigt accusateur peut-être sur l'ancien régime. L'ancien régime également se défend et sort un contre-rapport à la suite du rapport justement publié par la Cour des comptes, qui est quand même une institution honorable dans notre pays.
Et puis ensuite, les Sénégalais, spéculateurs devant l'éternel, ont repris également, ou ont relayé justement tous ces avis et toutes ces opinions pour entretenir pendant presque 2 ans tout un bruitage autour effectivement de la dette. Mais vous êtes un économiste confirmé. Vous êtes également peut-être un expert de ces questions-là, parce que vous avez été sollicité pour peut-être apporter plus de clarté à cette situation-là. Et ce qui a fait que vous avez, avec votre collègue Martin Kessler, vous avez produit un rapport qui fait également autorité, mais en même temps qui fait du bruit. Parce que vous avez pris le contre-pied de beaucoup de monde dans votre perception des choses, mais en même temps aussi dans ce que vous allez préconiser comme conduite pour se sortir de cette situation. Dans le fond, la dette, quand vous l'avez découverte, elle ressemble à quoi? J'espère en tout cas que là, si on se fait des ennemis, ce sera uniquement des ennemis dont on ne veut même pas être des amis. Et que j'espère qu'on se fera des amis avec les citoyens sénégalais. Non, vous êtes l'ami de la vérité. Voilà, donc on va commencer par ça, parce qu'il est important de commencer par ça. Très bien. Et donc je le dis comme injonction aux citoyens sénégalais. Il faut qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas de dette cachée. Et ça, c'est clair. Nous sommes face à un mur. Hein? Et on ne va pas être face à un mur et dire, mais est-ce qu'il y a un mur ou qui a créé le mur? Maintenant, nous en sommes à comment on s'en sort de cette situation. OK? Donc, c'est quoi une dette cachée? Ce terme-là est utilisé dans ce cadre ici parce que ça veut dire qu'il a été caché au FMI. Le FMI, ce n'est pas le seigneur des pays, hein? Non, c'est juste parce que c'est un créancier de dernier ressort. Donc, on lui donne des informations et chaque année, par exemple, ils ont les International Debt Statistics. Et ces statistiques-là, par exemple, d'une année à une autre, tu peux voir que les pays, par exemple, ils ont une dette et d'une année à une autre, ce chiffre-là change. D'une année, par exemple, 2022, il y a un chiffre pour la dette. En 2025, on arrive et les chiffres pour 2022 changent. Dans ce cas-là, il y avait une différence qui est souvent liée au fait qu'on utilise que certains pays utilisent des différents, on va dire, différents standards d'accounting, de référentiels de comptabilité pour manipuler les choses ici et là. Mais les montants ne sont pas de la magnitude du cas du Sénégal dont on parle. Dans le cas du Sénégal, on est dans le top 0.01% des cas de misreporting de ce type, où on a 11 milliards de dollars qui n'a pas été divulgué. Maintenant, ce qu'on a vu, et mon collègue Martin Kessler a repris un travail qui a été fait, mais pour le cas du Sénégal, utilisant ces statistiques-là, pour montrer que le problème se situait au niveau des déboursements. C'est-à-dire que les engagements ont été... déboursements égale décaissement. Décaissement, voilà. Okay. Les engagements ont été pris, mais les décaissements n'ont pas été marqués. Et c'est là où il y a eu cette accumulation-là sur cette période-là, de cette dette-là. Donc, il y a une dette que le Sénégal doit repayer, c'est clair. Le Sénégal doit payer la charge d'intérêt sur la dette. Okay? Bon, évidemment, celles-là sont considérées comme arrière, mais sur le montant global de la dette du Sénégal, il y a une charge d'intérêt à payer. Maintenant, la question, c'est vraiment comment on va faire. Comment on va faire? C'est là où se trouve la question. Tout à fait. Mais on va y arriver tout à l'heure. Mais quand même, par quelle méthode êtes-vous arrivé justement à cerner un peu et à circonscrire la dette sénégalaise? Oui, bon, on a un excellent rapport de la Cour des comptes. Oui. Et c'est un rapport sénégalais, on doit se l'approprier. Voilà, c'est une cour compétente qui a produit ce rapport-là. Il y a un autre rapport dont on entend parler, le rapport Mazars. On ne l'a pas vu, donc on ne peut pas le communiquer. D'ailleurs, je dois dire, par souci de transparence, le citoyen sénégalais doit avoir la liberté et la possibilité de pouvoir voir ce rapport-là. C'est-à-dire d'accéder donc à la d'accéder à... Le rapport final qui fait base de discussion actuellement doit être public.
Sinon, on doit prendre le rapport de la Cour des comptes comme le rapport final. C'est mon point de vue. C'est ce que la transparence dit. Et nous avons besoin de transparence pour éviter que l'on soit dans les cas de figure qui ont créé la situation d'avant, qui a créé le misreporting. OK. Ouais. Professeur, je suis un observateur, donc j'ai constaté qu'au départ, les économistes ne parlaient pas le même langage par rapport peut-être à cette situation de la dette. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte qu'ils commencent à converger vers des constats plus ou moins similaires, même s'ils sont peut-être nuancés dans les propos qu'ils tiennent par rapport donc, à la situation qu'ils constatent. Et le point nodal sur lequel ils semblent être d'accord, sans l'afficher ostensiblement, c'est qu'il y a une crise de la dette. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, il y a et je crois que ça, quand même, c'est un progrès. C'est-à-dire que tout le monde maintenant s'accorde pour dire qu'il y a une crise de la dette. Et votre question tout à l'heure là, vous me la repoussez, mais avec intelligence, je vous la repousse. Parce que c'est vous qui devez répondre justement à cette question-là. Comment faire et que doit-on faire pour peut-être, juguler la crise, mais en même temps maîtriser les paramètres justement de sortir de crise pour peut-être ne plus retomber dans cette crise. Ouais. On est face à une crise de la dette. Pourquoi? Parce qu'il y a des arriérés. On fait face à une crise de la dette parce qu'il est difficile de dérouler la vision du Sénégal pour 2050. On est face à une crise de la dette parce qu'il nous faut nous endetter presque chaque mois pour les repaiements, les dépenses courantes. Voilà. Donc, c'est clair qu'on fait face à une crise de la dette. Les interlocuteurs du privé aussi parlent de difficultés. Le pays n'est pas dans une situation, on va dire, exceptionnelle où tout fleurit. Voilà. Donc, c'est une crise de la dette, en effet. Ça, c'est clair. On a été dégradé à plusieurs reprises également, je voulais mentionner ça, dans les marchés internationaux. On a commencé, quand on parle de quel est le coût de la dette de nos eurobonds, au-dessus de ce que c'est dans les pays, au-dessus des États-Unis, c'était 40 points de base, c'est-à-dire 400 points de base. Donc 4%, après ça a sauté après l'audit à 8% et ensuite à 12%. Donc, c'est une crise de la dette. Dans notre rapport, on y va en détail dans comment s'en sortir. Tous les deux chemins sont difficiles et il y a des contraintes. Nous avons choisi de se focaliser sur les contraintes économiques. Donc, quels sont les deux chemins? L'un des premiers chemins, c'est le chemin sur lequel le Sénégal a choisi au cours de l'année et demie qui vient de passer. C'est-à-dire on va continuer à faire rouler la dette par des opérations essentiellement sur le marché régional. Oui. Et ces opérations-là sont financées par des banques régionales avec participation aussi également étrangères sous des formes de Total Return Swap qui sont des outils d'ingénierie financière mais qui nous permettent de lever des fonds mais à un coût plus élevé que les taux concessionnels. Donc, objectivement, il y a des limites. Oui, tout à fait. Ce chemin-là ne peut pas aller in fine. Sur une longue durée. Voilà. Donc, quand on parle de ce chemin, il est important de ne pas juste parler des montants et de dire, à telle échéance, on a su dépasser l'échéance et payer, voilà, et garder les lampes allumées. Mais à quel coût et à quel prix? Et dans le rapport, ce qu'on montre que le Sénégal est exceptionnel actuellement là il est, comparé aux autres pays qui sont à un niveau d'endettement actuel de dette sur PIB. Et l'intérêt sur notre dette actuellement se trouve autour de 4,5 et 5%. Et nous prédisons que ceci va augmenter bientôt à 6% en moyenne. Okay? Et le marché régional également est au-delà de ces chiffres-là également. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte pour la soutenabilité finale. Maintenant, le risque de ce chemin-là, ce serait plus un risque si ça ne marche pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on est contraint de faire défaut et sur une durée prolongée, on doit resserrer la ceinture et on doit se revoir pour repayer notre dette
et donc ce serait un coût qu'on va vivre sur les 5 à 10 ans. L'autre option, c'est l'option de dire, au lieu de dire on va s'endetter à nouveau à un coût plus élevé, mais de dire est-ce que notre dette est soutenable? Et ça, il y a un désagrément. Le FMI, en leurs termes officiels, disent qu'ils n'ont pas finalisé, leur analyse de soutenabilité de la dette du Sénégal. Souvent, ça c'est les termes diplomatiques pour dire que le FMI ne peut pas confirmer que la dette sénégalaise est soutenable, qui est encore une forme peut-être scientifique pour dire que peut-être que la dette sénégalaise n'est pas soutenable du point de vue du FMI. Tandis que les autorités pensent que la dette sénégalaise est soutenable. Les marchés financiers également, et c'est important de le dire, pensent que la dette sénégalaise n'est pas soutenable pour cette raison. Si vous prenez nos eurobonds, sur le court terme, ils ont à des taux à un yield très faible. Un yield, c'est-à-dire à combien on l'achète. Et ce qu'ils impliquent, que le Sénégal doit faire défaut et faire une restructuration et où il y a une perte des investisseurs d'eurobonds. Donc, quand je dis que le marché pense que le Sénégal doit faire une restructuration, c'est ce que ça veut dire. C'est que quand tu regardes les prix des eurobonds, ils sont étranges. Sur un an, les prix sont très faibles, mais sur des maturités plus longues, les prix sont raisonnables. Ça veut dire qu'ils pensent que sur une période courte, il y aurait un échange de ces bonds-là et qu'il y a une perte à avoir. Donc, c'est pourquoi ils sont à des prix moins chers. Okay. Voilà. Donc c'est cet aspect-là sur l'analyse de la soutenabilité de la dette. Donc, dans ce chemin-là, maintenant, comment se résout ce chemin souvent? C'est par le dialogue, la négociation entre les différentes parties. Si vous voyez, pour le Sénégal, il y a une dette régionale, il y a aussi les eurobonds qui sont les marchés internationaux, il y a aussi également les partenaires multilatéraux comme le FMI, etc. Mais il y a aussi les partenaires bilatéraux comme la Chine ou la France qui sont les plus grands. Donc, tout ceci s'assoit à une table et discute et échange. Et évidemment, ils ne veulent pas avoir trop de pertes. Par exemple, les eurobonds, c'est souvent eux qui ont le moins de seniorité et qui vont être financés, qui vont être structurés. Et donc, cet échange-là peut prendre du temps. Ça se fait maintenant dans un cadre qui s'appelle le cadre commun du G20. Ce cadre-là n'est pas figé dans le marbre. Il évolue, OK? Et il s'est amélioré au cours du temps. Maintenant, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est si on choisit ce chemin, mieux vaut le faire not too little, too late. C'est-à-dire pas trop tard ou trop peu. Trop peu. OK? Mais le faire à un bon moment. Et on pense qu'il est important quand même en négociation de garder un bon alternatif. Parce que sinon, on se retrouve menotté, on n'a plus de marge de manœuvre. Maintenant, quels sont les coûts de ce chemin-là? Je vous ai parlé du coût du premier, qui était plus sur le long terme. Maintenant, le coût d'une restructuration serait plus un coût sur le court terme. C'est un coût sur les 2 années à venir où il y aurait les discussions, les échanges sur ça. Maintenant, il y a peut-être des contraintes que l'on ne comprend pas, qui ne sont pas des contraintes économiques, parce qu'il faut choisir entre soit un coût sur le court terme, parce que souvent, après les restructurations, le pays peut redémarrer. Sur cette période-là, on n'a pas accès au marché financier, mais actuellement, là où on en est né, on n'a pas accès au marché financier international. On a accès au marché régional, mais pas international. Parce que le marché international nous est fermé. Bon, oui, parce qu'on ne peut pas lever de rebond. Ce serait même difficile d'avoir un émetteur qui peut convaincre. On a été, notre notation a été dégradée. Donc, on est en détresse. Officiellement, c'est ce qu'on appelle distressed debt. Donc, dans ce cas de figure, ce n'est pas où on peut émettre facilement et faire appel aux banques internationales comme on a fait avant dans le passé, Standard Chartered Bank, etc. Donc, sur cette restructuration, les coûts seraient plus sur ce court terme de négociation et après, on peut repartir. Ce n'est pas une honte non plus. C'est important que les gens comprennent ça. Ce cadre-là a beaucoup changé. Ce n'est plus les programmes d'ajustement structurel des années 90 où on demandait
que les pays libéralisent tout, serrent la ceinture, qu'il y ait des privatisations d'activités. Voilà, donc ça a changé, ça s'est beaucoup amélioré. Et donc, il est important quand même que les citoyens comprennent quels sont les coûts de ces différentes options et surtout, hein, sur quelle, on va dire, durée ils se trouvent. Et évidemment, le court terme est important. Comme on sait bien, il faut qu'on paye le loyer, il faut que les lampes soient allumées, il faut faire des choses pour la sécurité. La sécurité Mais il y a aussi des élections. Mais le long terme est important aussi. Et on aime notre pays. Tous les citoyens aiment leur pays. Le long terme est important également. Donc, dans le rapport, on dit que ce n'est pas uniquement un problème du Sénégal. C'est un problème aussi de la zone UEMOA. Donc, nous sommes dans une zone avec une banque centrale où le Sénégal peut se permettre également la première option parce qu'on est une zone où on partage les réserves. Donc, les institutions de cette zone, comme la banque centrale aussi, doivent jouer le rôle d'étudier est-ce que nos banques sont stables face à leur exposition à la dette sénégalaise. J'espère que c'est le cas. Et pour éviter éventuellement que la dette régionale soit traitée quand on parle de question de restructuration, parce que ce serait dans ce cas-là, ça peut créer une crise bancaire et on veut éviter ça. C'est ce qui s'est passé en Grèce. Et aussi, profiter de cette crise pour développer notre assurance entre pays, parce que nous avons des critères de convergence sans façon de l'implémenter. Voilà, des critères un peu archaïques, mais on n'a pas façon d'implémenter quoi que ce soit à la discipline. À la limite même. Et avoir un fonds de stabilité, par exemple, qui j'espère est étudié, peut permettre au pays de dire, allez, regardez, si vous respectez des règles communes que l'on choisit, vous allez pouvoir en bénéficier si vous êtes en difficulté. Donc, je pense qu'il est important, hein, et je voudrais répéter ça, que les citoyens sachent c'est quoi une restructuration. Donc, ce n'est pas une honte, c'est une procédure qui se passe pour plusieurs pays. Nous avons montré dans notre rapport que dans des situations de détresse liée à la dette, il y a eu, sur plusieurs cas, on a étudié beaucoup de défauts et beaucoup de restructurations. Il y a eu un seul cas de boom qui s'est passé dans une île, Antigua, qui ont eu un boom économique, c'est une petite île. Et donc, c'est un peu une exception qui confirme la règle. Quand on parle des responsabilités, je viens de citer l'administration, je viens de citer l'UEMOA, je vais citer également le FMI, hein, et les institutions multilatérales ont leurs responsabilités. De définir clairement... On va y arriver tout à l'heure. Mais il y a quelques concepts quand même qui sont sortis un peu de votre analyse. Il y a le concept de soutenabilité et il y a aussi le concept de viabilité justement de la dette sénégalaise. Dans les deux cas, je voudrais peut-être de façon très simple que vous arriviez à nous dire d'abord, est-ce que cette dette sénégalaise, d'abord, est-ce qu'elle est soutenable? Autrement dit, est-ce que le Sénégal a des capacités de pouvoir rembourser sa dette sans perturber justement son équilibre budgétaire? Ou est-ce que aussi cette viabilité-là, elle ne permet pas de recourir à d'autres expédients qui dérogeraient un peu peut-être à la règle ou à l'orthodoxie financière. Donc dans les deux cas, si peut-être vous pouvez revenir pour expliquer quand même aux Sénégalais, est-ce que notre dette elle est soutenable et ensuite est-ce qu'elle est viable? Notre dette, pour comprendre si elle est soutenable, il y a deux parties. Il y a un sprint et il y a un marathon. Quand on parle de rembourser une dette, on ne se focalise pas uniquement sur le stock. Comme on dit, les pays souvent ne remboursent pas les dettes, mais ils remboursent l'intérêt sur la dette. Les intérêts sur la dette. Nous sommes dans un nouveau, et nous serons sans doute dans un nouveau équilibre. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain rembourser les 50% de PIB qui sont ajoutés, dépendant des statistiques que vous prenez en compte les entreprises publiques, c'est soit 50-60% de pourcentage du PIB qui se sont ajoutés en dette. Mais quand on regarde maintenant le flux, hein, ce qui s'ajoute à la dette, comment on réfléchit à ça? Il y a deux parties. Il y a une partie qui est la balance primaire et une autre partie qui est l'intérêt sur la dette. La balance primaire, c'est, par exemple, si on exporte beaucoup, ça s'améliore. Si on serre la ceinture et qu'on a plus de taxes que de dépenses,
ça s'améliore. OK? Donc, c'est la première partie. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est plus un sprint qu'on fait, c'est la consolidation. Le marathon, c'est sur l'autre partie, c'est sur l'intérêt de la dette. Donc, allons sur cette première partie maintenant. Sur cette première partie, qu'est-ce qui nous fait juger si c'est soutenable ou pas? Si vous regardez, on n'exporte pas beaucoup déjà, donc ça aide moins. Maintenant, si vous regardez quand il s'agit des dépenses et des revenus. Donc, notre loi des finances initiale 2026 base la plupart de sa consolidation fiscale sur une projection de revenus plus élevés. Et une projection très ambitieuse, dans ma vue. Quand vous dites ambitieux, c'est que vous êtes un peu diplomate pour dire simplement peut-être que bon, voilà, c'est hors de nos moyens, non? Bon, ambitieux, ça veut tout dire. Oui. Hein? Ambitieux, ça veut tout dire. Oui. C'est que, bon, vous savez, toute chose, il y a des probabilités, mais je ne pense pas, et ça, je l'ai déjà... Pensez à ça. Je l'ai déjà déclaré, que, par exemple, notre programme de résilience économique et sociale, qui a pour but de collecter 25% de PIB en taxes en plus sur 5 ans, que ce soit réalisable au vu des mesures qui ont été préconisées. Bon, c'est bien que, ce qui était bien dans ce programme-là, c'est qu'on parle maintenant de la technique, parce que c'est dans la technique que se fait les politiques publiques. La politique ne se dissocie pas de comment on fait les choses. Ce n'est pas juste quoi faire, mais comment. Et avec ça, on a pu maintenant discuter de quel type de taxe on fait. Mais maintenant, je trouve que il fallait parler d'une vraie réforme taxe sur le foncier, d'avoir une vraie imposition du revenu global. Hein. Par exemple, on connaît très bien quelles seraient les 500 personnalités sénégalaises les plus riches. Avoir une déclaration qui à la fois lie l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune par le foncier. Ce sont ça les réformes, je pense, courageuses qui peuvent faire un changement réel sur les taxes. Donc, on a une loi de finances initiale où on a on se serre la ceinture en disant qu'on va avoir plus de taxes, mais les dépenses n'ont pas diminué. Maintenant, c'est là où il y a une différence de vision. Le FMI pense que ce n'est pas suffisant et l'administration pense que c'est soutenable. OK. Mais professeur, dans votre rapport, enfin dans le rapport en tout cas auquel moi j'ai eu accès, vous dites que la situation sénégalaise risque d'être peut-être une situation inédite et qui permettrait peut-être sans doute à beaucoup d'institutions de se dire que peut-être on a vécu le cas Grèce, on a vécu peut-être d'autres cas similaires dans le passé, mais la situation actuelle du Sénégal est assez inédite pour peut-être inquiéter ou en tout cas susciter beaucoup d'interrogations sur le plan international et sur le plan financier. Oui. On va y arriver tout à l'heure, peut-être pour que vous développiez davantage. Mais le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko dit deux choses. Nous n'allons pas vers la restructuration parce que ce n'est pas notre option. Or, vous, dans votre rapport, vous dites qu'il y a deux options qui sont possibles. Et vous venez de les énumérer. Mais maintenant, Sonko a essayé de trouver peut-être d'autres voies pour se sortir de la restructuration et du corset justement des institutions de Bretton Woods. La première voie, c'est de dire nous allons sur le plan régional. Je crois que ça a été effectivement une sorte d'impulsion de sa part pour regarder qu'est-ce que le marché sous-régional peut offrir au Sénégal en attendant peut-être de trouver une meilleure opportunité de se sortir de cette situation-là. La seconde, le Premier ministre, avec peut-être ses équipes, a élargi un peu le champ des possibles pour peut-être voir maintenant, est-ce que dans le monde arabe et dans les pays du Golfe, il n'y a pas possibilité d'aller emprunter de l'argent à des conditions douces. Est-ce que ça ne fait pas par exemple sortir le Sénégal, disons, de vous-même, de vos canevas, qui sont peut-être toujours des canevas qui emprisonnent un peu peut-être la liberté de penser, d'action et d'agir du gouvernement du Premier ministre Sonko. Donc, quand vous avez parlé au début de la situation exceptionnelle. Voilà, donc nous sommes dans une zone où on partage des réserves et je pense que le cadre exceptionnel ici, c'est justement ça, que le Sénégal a pu se permettre,
ce misreporting-là, parce que ça n'a pas créé d'inflation, parce qu'on partage la zone en commun. Hein? Et donc, on n'a pas eu besoin vraiment de faire défaut directement. On n'a pas eu de crise bancaire. Maintenant, les fragilités peuvent se créer sur le temps. Il y avait déjà une stratégie, je pense, de l'administration de vouloir, par souci de souveraineté, de s'allier plus sur le marché local. Parce que aussi, il est important quand même d'éviter le risque de régime de change. Donc, de ne pas s'endetter en dollars, donc de s'endetter en CFA. Mais également, je ne limiterai pas ça, de s'endetter en euros aussi, parce que le CFA et l'euro, c'est pareil. OK? Maintenant, ça, en situation et en temps normal, pourquoi pas? Mais nous savons très bien que nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous ne sommes pas dans la situation où on pensait que la dette sur PIB du Sénégal est autour de 70%. Beaucoup plus que ça. Donc, c'est pourquoi il faut revoir un peu les difficultés qui se posent à continuer cette stratégie. D'ailleurs, qui s'est montrée par le premium qu'on paie maintenant avec des taux plus élevés dans le marché local. Et donc, oui, il faut qu'on étudie quel est, à tel niveau, auquel point ça peut aller et ça peut continuer. Maintenant, sur le point que vous avez mentionné, j'avais un peu décrit, expliqué la soutenabilité de la dette du Sénégal. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne et rendre la première option possible? Évidemment, le marché régional fait une partie qui permet, par exemple, quand on a des échéances comme l'échéance de mars, de pouvoir le lever, à quel taux on ne sait pas, et les échéances qui vont venir. Mais ça devient de plus en plus cher. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi espérer qu'il y ait un sauveur, un pays qui soit choisi de faire une dette concessionnelle au Sénégal, ça veut dire à des taux très faibles, une banque régionale, mais à une grande échelle, ou comme par exemple dans des cas qui sont souvent mentionnés, comme le Kenya ou l'Égypte, qui font de l'investissement, des investissements directs étrangers qui peuvent donner un peu de marge dans ces pays-là. Mais avec ces pays-là qu'on compare, ces pays-là ne sont pas le Sénégal. L'Égypte, par exemple, a une position stratégique par rapport aux Émirats arabes unis. Il y a le canal de Suez. Et ils ont acheté des beachfront properties là-bas. Il y a le canal de Suez qui est un outil stratégique qui sont des pays autour d'eux. Et donc, ils ont besoin du commerce de stabilité. mondial passe par le canal de Suez. Voilà. Le Kenya, par exemple, aussi également, pays de l'Est, n'est pas loin du Soudan, qui est un outil stratégique des Émirats. Voilà. Donc, c'est un peu cette différence-là qui, je pense, rend un peu difficile la comparaison du Sénégal à ces cas de figure. Parce que, évidemment, l'Égypte n'a pas eu besoin d'une restructuration grâce à ça. Donc, il faudrait un peu un sauveur. Donc, c'est pourquoi que vous entendez parler souvent de ces pays-là. OK, professeur, nous sommes à 5 minutes donc, de la fin de notre émission, mais nous sommes toujours effectivement avec le professeur Abdoulaye Ndiaye, qui est enseignant économiste donc, à l'Université de New York. Professeur, comment a été accueilli votre rapport? Oui, alors, notre rapport que les gens maintenant appellent le rapport Ndiaye-Kessler. Ndiaye-Kessler. Je pense que les gens, Martin Kessler, lui, il est donc il est économiste également comme oui, vous. Martin Kessler, qui est à la Finance for Development Lab. C'est ça. C'est un organisme qui est un organisme de recherche qui est à Paris. Nous avons commencé à travailler sur ça après une conférence qu'on a eue et des échanges de visions. On a parlé aussi à pas mal d'acteurs locaux pour faire quelque chose qui reflète les réalités du terrain. Bon, ça a été bien apprécié et bien accueilli. Bon, je n'ai pas pu finir en vous disant comment aussi on met tout en perspective et on interroge toutes les parties prenantes. On pense aussi que le FMI doit clarifier la notion de ce que ça veut dire debt sustainability, une dette soutenable, et qu'il faudrait que la transparence soit au centre de tout, et que s'il y a des échanges, des discussions et une restructuration, que ça ne touche pas trop aux dépenses sociales également. Voilà, donc on parle de tout ça. On parle aussi de la responsabilité des citoyens pour qu'ils puissent demander, pour qu'ils s'intéressent à cette question. L'économie est très simple. Je dis que si on va
chez le boutiquier, on comprend l'économie. Donc voilà, donc on a eu à avoir des échanges avec plein d'acteurs pour expliquer ça, l'expliquer au public aussi. Et bon, on espère que c'est notre contribution, en tout cas pour des questions aussi importantes et pour un épisode que le Sénégal n'a jamais vécu, pour que notre économie se retrouve sur le droit chemin à nouveau. Voilà, donc c'est pourquoi c'est l'objectif de notre travail patriotique pour le Sénégal. Okay. Mais vous avez insisté aussi dans le rapport justement sur la crainte effectivement d'une austérité si une des options a été suivie par le gouvernement sénégalais. Que redoutez-vous justement s'il y a une austérité dans le pays? Bon, nous sommes dans une austérité. Mais qui n'a pas été décrétée, c'est-à-dire qui est vécue par les Sénégalais, mais qui n'a pas été décrétée pour dire que bon, on fait des resserrements de crédit ici ou bien comment on appelle ça, on gère les dépenses autrement que peut-être bon, voilà, être dans l'exubérance, parce que par nécessité, nous devons peut-être bon, chacun se serrer la ceinture. Bon, nous sommes dans une situation difficile, bon, une situation qui n'est pas la responsabilité au début de l'administration actuelle. Voilà, la vérité, c'est ce pourquoi on est ici. Mais c'est l'administration actuelle qui va maintenant avoir à faire avec les conséquences. Et aussi, surtout, quand on hérite d'une situation, comme quand on grandit, il faut l'assumer. On assume là, et on assume maintenant ses responsabilités. Ça va faire bientôt 2 ans. Et bon, on va vers qu'est-ce qu'il faut faire. Notre rapport dit que nous arrivons à un moment de reconnaissance, moment of reckoning en anglais. Vous m'excuserez encore, je peux le dire mieux en Wolof peut-être. Et il faut juger maintenant quels sont les coûts économiques. Il faut traduire les coûts politiques d'une façon que les partenaires et les autres parties prenantes puissent comprendre et trouver un accord et aller de l'avant. Si je comprends bien, et on va terminer peut-être par là, est-ce que vous êtes assez influent pour infléchir la position du Fonds monétaire international de façon à ce que les négociations se poursuivent avec le gouvernement sénégalais? Bon, les institutions sont des institutions indépendantes. Et, déjà, pour vous dire, quand il s'agit du marché, le marché, ce n'est pas une seule personne qui l'influence, ça dépend de plein de choses. Je n'ai aucune relation privilégiée ni avec le Fonds monétaire international, ni l'administration, ni les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Cependant, nous jouissons de notre position d'académique, en tout cas, qui est jugée crédible, et nous ne rapportons notre réputation qu'à des choses auxquelles nous croyons et qui, nos données, nous indiquent que ce sont la vérité. Dans ce cadre-là, voilà, donc nous faisons nos échanges et nous espérons en tout cas que ça peut être utile au Sénégal. Bon, nous ne pensons pas que notre humble personne puisse changer l'opinion de qui que ce soit, mais si ça peut changer l'opinion du Sénégalais qui regarde chez lui, ou en tout cas l'expliquer clairement ce qu'est une restructuration, ce qu'est la dette, que les maturités comptent. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais les maturités se sont raccourcies, les taux ont augmenté, les montants, donc il faut réfléchir à la fois aux maturités, aux taux, aux montants. Il faut demander à notre banque centrale de répondre aux questions. Il faut qu'on s'approprie nos rapports qu'on a faits, le rapport de Cour des comptes, et les implémenter. Et il faut qu'on demande cette situation, c'est quoi la solution? Oui, JDD avait le plaisir de recevoir donc sur son plateau le professeur Abdoulaye Ndiaye de l'Université de New York aux États-Unis. Mais son séjour est très bref et nous avons fait tous les moyens pour peut-être bon, le caler, ne serait-ce que pour quelques minutes. Et ces minutes ont été très précieuses parce que quand même il nous a éclairé un peu comment ils se sont investis pour peut-être bon, produire ce rapport qui commence maintenant à s'introduire dans les lieux de pouvoir, dans les couloirs de décision pour peut-être bon, voilà, élargir la base de discussion sur cette fameuse dette qui continue encore peut-être bon, voilà, de nourrir des débats dans les foyers, dans les chaumières, dans les places, sur les places publiques et maintenant dans les universités et les cercles d'influence. Donc, professeur Ndiaye, merci beaucoup.
Je vous souhaite un bon m'accueillir. retour aux États-Unis et peut-être vous allez garder encore le contact avec le Sénégal. Très bien. Pour peut-être voilà, les développements que Je suis toujours au pourraient Sénégal. résulter donc de votre rapport. Merci. À la technique, donc, il y avait l'équipe de Abdoulaye Ndiaye pour assurer justement cette émission du JDD du 8 février 2026.